Allô? Bonsoir, chers collègues, et bonsoir à tous. Nous allons commencer. Je vais vous parler du lobe pariétal rapidement. Et après, s'il y a des questions, on va essayer de répondre. Euh, pour traiter ce sujet, nous allons parler du contenant, du contenu, de la vascularisation, des fonctions et puis l'application clinique et puis on va conclure. Donc, le pariétal, c'est appelé le lobe central et qui est composé au niveau de la face médiale du lobule paracentral et au niveau de la face latérale du gyrus précentral et postcentral et aussi un peu plus en bas vers la vallée sylvienne du gyrus subcentral. Et c'est la partie par excellence la plus éloquente du cerveau. Correspond aussi aux aires primaires sensitives et moteurs et motrices. C'est tout cela qui fait de cette partie de l'encéphale une entité unique en son genre. Alors, parlant du contenant, évidemment, le lobe pariétal est contenu dans le crâne, c'est contenu dans la voûte crânienne. Et à ce niveau, nous avons, comme je vous montre là, nous avons la suture squameuse qui est là, la suture temporale supérieure, le stéphanion qui constitue la jonction entre la suture coronale et la suture temporale supérieure. Ça, c'est au niveau de l'ossature. Et quand on va un peu plus en profondeur et on suit les mensurations au niveau du crâne, ce à quoi je vous invite à vous familiariser, à vous habituer, à pouvoir facilement naviguer sur le crâne. C'est juste comme pour rappel, pour ceux qui le savent déjà, de Stéphanion un peu en arrière à 4 cm, vous prenez déjà en compte les gyrus précentral et postcentral. Et environ 2 cm en arrière, vous tombez directement sur le gyrus précentral. Parce qu'on prend du bregma, qui est l'union, qui est la partie de l'intersection entre la suture sagittale et la suture coronale. De là vers l'arrière, on se retrouve à environ 6,8 cm. On se retrouve au niveau du gyrus postcentral. Juste des exemples comme ça pour montrer l'importance quand même des mensurations que nous devons maîtriser au niveau du crâne, toujours parlant du contenant. Alors, le contenu, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Le lobe pariétal, d'abord, il faut savoir que c'est en arrière du lobe frontal de façon macroscopique et en avant du lobe occipital. Séparé du lobe frontal par le sillon central et du lobe occipital par le sillon pariéto-occipital. Et au niveau et en bas, séparé du lobe temporal par la vallée sylvienne, j'allais dire. Voilà. Donc, à la face médiale, nous avons le gyrus paracentral qui est séparé du gyrus singulaire par le sillon singulaire, la tissu singulaire. Et puis, vous avez la fissure bicaleuse qui sépare le sillon singulaire du cocaleux. Voici. Ici, juste pour montrer les deux parties les plus importantes de lobe pariétal qui sont les gyrus précentrales et précentrales séparés par le sillon central. Lorsque nous procédons à une résection du lobe frontal et la partie postérieure du lobe pariétal, on retrouve encore ces deux structures qui contient les aires motrices primaires et sensitives et motrices. Juste ici pour vous montrer la face interne à quoi ça ressemble le lobule para et central. Le paracentral pour
se situe quelque part et juste au-dessus du lobe du gyrus singulaire. Alors, ce qu'on veut voir de façon schématique, nous avons la fissure centrale et la fissure centrale qui sépare les deux gyrus précentral et post-central. Et au niveau pariétal, il y a principalement la fissure ou le sillon intrapariétal que voici, qui est en arc de cercle, le sillon intrapariétal qui est en arc de cercle et qui va se projeter au niveau du lobe occipital. Derrière ce sillon, ce sillon intrapariétal, vous avez le gyrus pariétal supérieur, appelé P1. Et en arrière, en avant de ce sillon, de cette fissure ou de ce sillon intrapariétal qui est le sillon le plus important du lobe pariétal, devant ce sillon, nous avons le gyrus pariétal inférieur que je divise en deux gyrus supramarginal qui se trouve entre le sillon pariétal inférieur et le sillon intermédiaire primaire. Entre le sillon intermédiaire primaire et le sillon intermédiaire secondaire, vous avez le gyrus angulaire. Remarquez simplement qu'au niveau de l'imagerie, vous aurez que ce gyrus supramarginal va se comporter comme une structure en U pour englober la partie postérieure de la vallée sylvienne que voici. Et à côté de lui, on aura le gyrus angulaire qui va se comporter aussi comme un point d'ancrage en U, en forme U, pour se poster à la face postérieure de la suture temporale supérieure que voici. Juste pour répondre sur ça après. À la face interne, nous avons des structures du lobe pariétal qui appartiennent aux structures limbiques. Donc, vous avez le sillon singulaire qui est là, avec le sillon subpariétal qui se trouve là en H. Et en avant du sillon subpariétal, vous avez le gyrus subpariétal. Donc, il y a le gyrus subpariétal qui se retrouve en avant du sillon subpariétal et séparé par le second pied de H de ce sillon subpariétal. Séparé par le second pied de H du gyrus singulaire. Ces deux structures, gyrus singulaire et gyrus subpariétal, constituent des éléments de la structure limbique. La vascularisation, je l'ai dit au départ que c'est une opération succincte pour aborder le sujet. Donc, il y aura tout ce qu'il faut pour que nous puissions partir quitter ici avec des notions très importantes dans la tête. La vascularisation, il faut retenir deux choses de la vascularisation. C'est assuré par les artères cérébrales moyennes et artères cérébrales antérieures. C'est tout. Le reste, les artères vont changer de nom par rapport à là où ils se trouvent. Donc, vous aurez, par exemple, ici, ce que je montre là, sur ce schéma, c'est une branche de l'artère cérébrale antérieure, c'est la A1, c'est la A2. Donc, il va évoluer pour donner l'artère péricaleuse. Après, l'artère péricaleuse va évoluer pour donner l'artère calosso et marginale, parce que c'est au niveau, par rapport à sa situation topographique, il prend ce nom. L'artère péricaleuse, c'est l'artère qui est alliée dans la fissure péricaleuse. Donc, dans cette évolution, retenez que les deux artères principales qui vascularisent le lobe pariétal, c'est l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale antérieure. Ils vont évoluer en changeant de nom par rapport à la situation topographique. Devant aussi, la même chose, vous voyez la A3 qui va évoluer pour donner au niveau contrôle latéral l'artère péricaleuse.
et puis l'artère précalculaire va donner l'artère caloso-marginale, et ainsi de suite. Ici, c'est pour montrer le côté de l'artère cérébrale moyenne. Donc, bon, c'est très bien que l'artère cérébrale moyenne donne d'abord la branche M1 qui est la branche sphénoïdale, et puis M2 qui est la branche insulaire, la M3 qui est, je pense, la branche opéculaire, et la M4 qui est la branche corticale. Voilà. Donc, ces branches vont vasculariser différentes parties du lobe pariétal, et on va aller un peu plus en détail dans les diapos qui suivent. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de cette partie qui paraît beaucoup plus intéressante et très importante, c'est-à-dire le gyrus précentral que voici et le gyrus postcentral. Alors, vous allez voir, il y a l'artère postéro-inférieure et frontale atrus. Donc, l'artère fronto-inférieur postérieur, si on peut le dire ainsi. Donc, cette artère va vasculariser le tiers supérieur du gyrus précentral, et l'artère paracentrale va vasculariser le tiers supérieur du gyrus postcentral. Et tout à l'heure, j'ai parlé de deux artères principales qui sont les artères cérébrales antérieures et cérébrales moyennes. Pourquoi? Parce que ces deux artères que voici, dont je viens de parler, l'artère frontale antérieure, fronto-inférieure postérieure et l'artère paracentrale, ils sont des branches de l'artère cérébrale antérieure. Donc, eux, ils vont vasculariser, ils vont s'occuper de la partie supérieure, du tiers supérieur du lobe pariétal. Alors que de l'autre côté, en contrôle latéral, vous avez l'artère centrale, l'artère précentrale et l'artère pariétale antérieure, qui sont des branches de l'artère cérébrale moyenne et qui vont vasculariser les deux tiers du gyrus précentral et du gyrus postcentral. Il y a quelques subtilités, il y a des variantes chez chaque individu. Cette vascularisation que nous venons de montrer en A ici n'est pas exactement comme ça chez tout le monde. Il y a des variantes anatomiques qu'on peut retrouver, que voici chez d'autres personnes. On peut avoir l'artère centrale qui vascularise la quasi-totalité des deux tiers du gyrus précentral et postcentral, ou bien une partie est prise en compte par l'artère précentrale, et ainsi de suite. Donc, il y a, ce qui est beaucoup plus rencontré, c'est le type A qu'on a décrit ici, et le type B. Alors, vu que nous venons d'admettre, nous venons de montrer tout à l'heure que, comment on dit ça, les deux branches de l'artère cérébrale antérieure vascularisent le tiers supérieur de la paix centrale et le tiers supérieur de la pose centrale, ces deux artères vont se limiter quelque part ici, et le regard de ces deux artères sera vascularisé la partie des deux tiers par les branches de la tête cérébrale moyenne. Alors, il y a un vide, il y a un milieu, il y a un site, ou bien le lieu d'anastomose, voilà, de ces deux artères, qui ne tient pas lieu sincèrement d'anastomose en tant que tel. Donc, ça laisse une zone fragile, une zone très fragile, qui est la première à répondre lorsqu'il y a infarctus cérébral. Lorsque la vascularisation de cette partie diminue, cette zone qui est appelée watershed area, c'est cette zone qui est la première à répondre, puisque la vascularisation de l'oxygène et tous les nutriments qui doivent aller vasculariser, qui doivent aller nourrir les cellules qui sont là-bas, ça va diminuer automatiquement, rapidement. Donc, cette zone est appelée watershed area, et elle a été décrit le syndrome ou bien le watershed stroke, qui n'est que l'ischémie de cette partie qui est très moins vascularisée. Donc, je rebondis en même temps pour parler de la clinique, pour dire que cette zone, vu comment c'est vascularisé, on peut avoir une malformation artério-veineuse qui pourra aussi porter atteinte aux structures qui sont en regard. Lorsque nous avons une ischémie de watershed ou bien de watershed stroke,
ou watershed infarction, si vous voulez. Voilà ce qu'on a au niveau de l'IRM. Au niveau de l'IRM, vous allez très bien ici. Ce que je montre là, ça c'est la vallée sylvienne et un peu au-dessus de la vallée sylvienne, vous avez cette partie, cette zone qui est hyper intense en T1 et qui est T1 injecté ici et T1 qui est hypo-intense en T1 et qui prend le contraste, j'allais dire ici. Donc, cette partie montre la zone de rencontre, la zone d'anastomose de ces deux importantes branches. La question de watershed stroke, ce n'est pas seulement au niveau de renouveau cérébral, hein, ça, on rencontre là aussi au niveau digestif. C'est décrit comme toute zone d'anastomose qui est fragile et répond très vite à une baisse de vascularisation, elle peut être appelée watershed stroke, watershed area. Donc, lorsqu'il y a inflation, on parle de watershed stroke. Alors, généralement, le bloc pariétal, on lui reconnaît des fonctions comme l'appréhension manuelle, l'atteinte par la main d'un objet. Bon, je passe directement sur l'homoculus. Bon, ce schéma, on le connaît très bien, ce n'est plus à expliquer. C'est la vascularisation qui était là-bas que j'ai ramené ici, avec l'homoculus qui est aligné à côté. Donc, nous voyons très bien l'importance de ce lobe pariétal, de ce que cela joue comme son rôle dans la vie quotidienne du patient, ou bien de chacun de nous, le langage, notre appréhension manuelle, le réflexe d'avaler et tout ce qui suit. Et il y a une partie qui n'est pas montrée sur ce schéma, c'est la partie interne, la partie médiale, qui montre le gyrus paracentral qui s'occupe des membres inférieurs. Et remarquez aussi que la partie qui s'occupe des membres supérieurs est très importante, comparativement aux autres parties. Parce que la bestialité a besoin de beaucoup de neurones pour en charger, je pense. Alors, cliniquement aussi, on peut, à part la malformation artério-veineuse, on peut avoir des tumeurs, on peut avoir des pathologies infectieuses, traumatiques et dynamiques. Moi, je voulais parler, quand il parle dynamique, je voulais parler des processus expansifs intracrâniens qui peuvent comprimer, qui peuvent faire un effet de masse sur cette partie du cerveau, cette partie pariétale. Et voilà, on peut avoir toute la symptomatologie qui va s'en suivre. Vu l'importance de ce que nous venons de décrire, on essaye toujours d'opérer ces patients avec une chirurgie éveillée. La chirurgie éveillée est beaucoup plus recommandée afin de ne pas aller opérer une tumeur ou un processus, quoi qu'il en soit, au niveau de cette partie du cerveau, et le patient va se réveiller avec l'impossibilité d'utiliser ses membres ou bien l'impossibilité de vivre une vie quotidienne adéquate. Donc, la chirurgie éveillée est beaucoup plus utilisée lorsqu'il y a atteinte du lobe pariétal. Ça, c'est pour vous montrer sur le plan photographique qu'est-ce que c'est beau. Donc, la suture hollandique, la fissure sylvienne qui est là, avec le gyrus marginal qui se retrouve quelque part là. Vous avez la fissure, le sillon central, j'allais dire, le sillon central, qui a au-dessus du sillon central le gyrus pré-central et le gyrus post-central qui est en dessous du sillon central. Voilà, c'est juste pour montrer la structure. Même chose ici, la structure centrale avec le gyrus pré-central, le gyrus post-central et le gyrus marginal. C'est ce que vous aurez aussi quand vous aurez l'imagerie. Donc, il faut avoir une idée sur ces structures anatomiques afin de les retrouver lorsque vous avez l'imagerie qui vient d'ailleurs juste après. Donc, vous avez ici le gyrus supramarginal. Pourquoi? Parce que on a dit tout à l'heure au niveau de la diapositive qui montrait le schéma du lobe pariétal. On a montré que le gyrus supramarginal se comporte comme une structure en U à la partie postérieure
de la fissure sylvienne, de la vallée sylvienne. Donc, voici la vallée sylvienne qui évolue jusqu'ici. Et on voit une structure qui se comporte en nu, la partie postérieure. Ça n'est pas autre chose que le gyrus supramarginal. Cela est montré aussi sur cette coupe axiale. Sur cette coupe sagittale, nous avons la vallée sylvienne qui est là, et à côté, il y a le sillon temporal supérieur qui évolue et son ancrage ici. La structure que nous avons qui fait une forme en nu pour terminer la partie postérieure de la vallée du sillon temporal supérieur ne peut être rien d'autre que le gyrus angulaire, comme je l'ai montré tout à l'heure au niveau schématique. Voilà, c'est pour vous montrer pratiquement ce de quoi il s'agit. Donc, si vous avez une structure, vous avez un processus ou bien une malformation, une lésion à ce niveau, vous direz que bon, mais ça, c'est une lésion qui est au niveau du gyrus angulaire ou bien c'est au niveau du gyrus supramarginal et tout ce que vous voulez. Donc, la même chose au niveau de la coupe axiale. Bon, thématiquement, c'est juste pour attirer votre attention sur la manière la plus simple de retrouver au niveau de l'IRM. Le document est disponible, hein, si vous voulez, on peut l'envoyer. J'ai juste coupé des schémas, des figures dedans pour montrer. Et moi, j'ai remarqué que c'est à partir de la 12e coupe, bon, pour les coupes fines, pour la coupe de 0,5 cm, c'est à partir de la 12e coupe que nous retrouvons l'ébauche du lobe pariétal, que voici en vert ici. Et la 13e, ça se montre un peu plus. Vous voyez. Et au niveau de la 14e coupe, là, vous avez votre lobe frontal qui est là, le lobe pariétal qui vient juste derrière, et le lobe occipital qui est en bleu. Les structures, on les reconnaît. Nous avons le sillon central, donc le gyrus précentral, le gyrus postcentral, et même chose ici. Donc, pour conclure, il faut savoir que le gyrus, le lobe pariétal est situé dans la partie supérieure des hémisphères cérébraux, en arrière du lobe frontal. Donc, au-dessus du lobe pariétal, nous avons le lobe, la suture sylvienne qui la sépare en bas. Et en avant du lobe occipital, on retrouve la suture pariéto-occipitale qui sépare sur le pariétal du lobe occipital. Comme fonction, surtout l'appréhension manuelle, l'orientation de l'attention des yeux et d'autres fonctions que nous allons parler tout à l'heure par rapport à l'homoculus. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, on peut les répondre et améliorer la qualité du travail. Merci. Allô? Allô? Oui, le modérateur du Zoom peut prendre la parole et me permettre, je demande la permission à parler. Mais allez-y. Allez-y, intervenez. On vous suit. Comme il y a de départ, il faut qu'on soit succinct. Bref, pour lui faire plus 15-20 minutes. Bref, si les gens sont intéressés à se documenter, ils vont lire sur le lobe pariétal. C'est très intéressant, ce lobe. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Hugues, pour déjà avoir fourni l'effort de synthétiser, parce que le lobe pariétal, comme tu l'as dit, c'est dense, c'est vaste et tout. Donc, le reste, ça sera en fait de la lecture. Et en tout cas, merci d'avoir synthétisé, enfin, tu nous as parlé de l'essentiel de façon pratique et tout. Merci beaucoup. Avec des diapositives non chargées, moi, c'est ce que j'ai apprécié énormément. De nos jours, ça ne sert plus à rien de remplir des diapos. Et puis,
on essayait de suivre, mais en même temps, on essayait en fait de t'écouter et ça permettait d'activer beaucoup plus l'attention. Et en même temps, il y avait des images à l'appui. Donc, voilà, excellente présentation. Moi, j'avais juste une petite remarque. Je pense que j'avais déjà présenté ça, mais je me disais que peut-être ça aurait été bien juste de parler juste peut-être sur une diapo, juste les aires fonctionnel du lot pariétal et puis c'est tout. Peut-être que tu l'as fait, peut-être que c'est moi qui n'ai pas, parce que je m'excuse aussi, comme je voyage, là, j'étais un peu... J'en ai parlé, mais je n'ai pas fait les diapos. Ah, d'accord, excuse-moi. Donc, je sens que j'ai dû louper, là. J'ai dû louper, en fait, parce que je me suis connecté un peu en retard. Donc, excuse. Bon, après, si tu peux intégrer une diapo, sinon, en fait, peut-être mettre confère présentation qu'on avait eu à faire. Je pense que les éléments, j'ai envoyé la présentation donc sur les aires, voilà. Oui, tu as fait un truc sur ça, non? Uniquement sur les aires motrices. Sur les aires, pardon, sur les aires. Les aires, généralement, les aires. Les aires fonctionnelles. Les aires fonctionnelles, c'est ça? Ouais, ça fait preuve d'une présentation à part. Donc, sinon, à part ça, bon, je me suis bien retrouvé dans ce que tu as dit, l'essentiel a été dit. Voilà. Je pense que si les collègues ont des commentaires ou des questions, voilà, allez-y, c'est interactif. Je pense qu'on peut encore prendre un petit quart d'heure pour discuter. C'est intéressant le pariétal, donc voilà. Allez-y, n'hésitez pas, on est là pour vos questions. C'est très vaste. En tout cas, merci beaucoup, Hugues. Et aussi, surtout pour l'effort fourni pour qu'on puisse maintenant avoir Zoom maintenant sans qu'on ne fasse être coupé et tout. Merci d'avoir pris les devants et de gérer ça. Je pense que ça sera un tour de rôle entre toi et moi. On va essayer de régulariser. Absolument. Pour que l'association puisse avoir Zoom. Donc, voilà, pour les nouveaux membres qui sont là, je vous souhaite la bienvenue et merci d'être venus.